travaillé sur un robot d'algo trading. On a fait énormément de transactions, plus de 5 millions de transactions en quelques mois. En gros, j'ai commencé avec 10 000 euros d'investis et j'ai terminé à 200 000 euros. Il faut que je déclare proprement l'argent que j'ai gagné. Et en même temps, je reçois un courrier donc, de l'administration fiscale qui me dit voilà, vous allez recevoir un contrôle fiscal. J'emmène les enfants à l'école et donc j'avais rendez-vous avec les contrôleurs fiscaux à 8h30 chez moi. J'arrive chez moi à 8h27. Et ils étaient tous les deux comme ça, l'air vraiment pas commode quoi. Et un an après, rebelote quoi. Contrôle fiscal. Je me dis, c'est pas possible. On a un an d'activité avec Conta Crypto. Je pense que la source de mon contrôle, ça a été que j'ai été dénoncé, clairement. Est-ce que tu penses pas que c'est Conto directement qui a alerté l'État ? Paul Armand, salut. Tu as eu 3 contrôles fiscaux en 3 ans avec les cryptos. Est-ce que tu peux raconter un peu ton histoire ? Comment c'est arrivé ? Ouais, bah salut. Donc en fait, comment c'est arrivé mes contrôles fiscaux ? C'est parti donc de mon activité de crypto qui a commencé en 2020, où j'ai commencé moi à faire donc de l'algo trading. Et donc j'ai travaillé sur un robot d'algo trading. On a fait énormément de transactions, plus de 5 millions de transactions en quelques mois, avec des toutes petites transactions. Mais voilà, c'était plus un proof of concept pour essayer de faire un algo qui fonctionne. Qui faisait quoi qui arbitrait le prix des crypto-monnaies sur les plateformes d'échange ? Non, c'était pas ça, c'était des paris futurs. En fait, c'était des futurs sur Binance, quand on avait encore le droit de faire du futur sur Binance en tant que particulier à l'époque. Et en gros, c'était basé sur les taux de change, les cours du Bitcoin sur les années précédentes, pour essayer de voir un petit peu l'évolution et essayer d'anticiper le fait que ça monte ou que ça descende. Et ça a gagné. Et ça a gagné, voilà. Et en gros, donc j'ai bossé sur cet algo trader. Ça a vraiment très bien marché, mais c'était insensé en termes de quantité de travail à fournir et de stress que ça pouvait générer avec des montagnes russes pas possibles, où je voyais mon portefeuille passer de 1000 à 10 000 et puis le lendemain de 10 000 à 2000, et puis c'était vraiment extrêmement stressant. Et donc avec ça a plutôt bien marché pendant 4 mois à peu près. Et au bout de 4 mois, moi j'ai voulu arrêter, j'ai décidé complètement de stopper. Parce que tu as commencé avec combien ? Tu as fini avec combien En gros, j'ai commencé avec 10 000 euros d'investis et j'ai terminé à 200 000 euros. Ok. Et après, ça marchait plus. C'est-à-dire que l'algo fonctionnait plus, c'était plus possible d'avancer comme ça. Parce qu'il fallait mettre à jour en permanence. Il fallait mettre à jour, puis on se bat contre d'autres algo traders qui potentiellement deviennent meilleurs que nous. Ouais. Et après, ça devient vraiment la course et le stress est tellement énorme parce qu'on peut perdre des sommes énormes en très peu de temps. Parce que c'est un marché qui ferme jamais, donc tu vas te coucher, mais quand tu te réveilles le lendemain matin, tu peux avoir une mauvaise surprise. C'est ça, tous les matins, la nuit, je me réveillais, je regardais le truc, je me disais, oh purée, j'ai perdu... Là, j'ai rien fait pendant une demi-heure, j'ai perdu 10 000 euros, c'est pas possible, c'est trop stressant en fait. Donc ok, t'as gagné 200 000, et après les 200 000, t'en as fait quoi Bah moi en fait, donc ouais, j'ai eu ces 200 000 et c'était... et je me suis dit, vas-y, je vais lancer Conta Crypto. Et donc j'ai vraiment investi ces 200 000 dans Conta Crypto pour pouvoir lancer la boîte. Et ne pas me payer pendant les 2 premières années de la boîte et vraiment lancer le projet, quoi. 2020 en plus en perso, ça a été une année très spéciale pour moi parce que au niveau perso, il s'est passé plein de choses et je me souviens que je me suis dit bon, il faut absolument que je déclare cet argent. Il faut que je déclare proprement l'argent que j'ai gagné. Et faut que ça fasse partie aussi du projet, parce que si je me focus que sur l'algo trading, ok, je vais peut-être gagner un peu plus, mais derrière, je vais me faire défoncer parce qu'il faut bien le déclarer. Et donc j'ai appelé mon expert comptable. Il m'a dit, oh, t'inquiète pas, de toute façon, c'est la flat tax à 30%, alors qu'en entreprise, pas du tout. Donc, après, j'ai un pote qui m'a dit, mais non, n'importe quoi, c'est pas comme ça. T'es une entreprise, c'est différent. Et donc, j'ai essayé d'appeler des avocats fiscalistes il y avait pas mal d'avocats fiscalistes qui comprenaient rien. Moi, en plus, j'habite à Châlons-en-Champagne, j'habite pas à Paris. Donc, si tu veux, c'était assez compliqué de trouver quelqu'un de compétent. J'ai rencontré plusieurs personnes compétentes qui était très cher ou qui allait pas. Et je suis tombé donc sur un ancien avocat fiscaliste que j'avais rencontré dans le code, dans des meet-up de code à l'époque, qui s'appelle Grégoire Loustalet, et qui est devenu mon associé par la suite. Et je lui ai proposé de m'aider sur ma compta. Il m'a dit, ouh là là, ça va être chaud. Il y a plus de 5 millions de transactions. Il va falloir agréger ça. Il va falloir faire un fichier des écritures comptables pour ta boîte. Il va falloir que ton expert comptable soit d'accord avec ça. Ouais. Et on est parti là-dessus. Et donc ça, c'était en décembre. Décembre 2020. Décembre 2020. Je sors 10 000 euros de ma boîte, de mon compte Binance de ma boîte, pour les mettre sur Conto, parce qu'à l'époque, j'étais chez Conto avec ma boîte. Je les sors pour payer Grégoire Loustalet, avocat fiscaliste, parce qu'il avait énormément bossé sur le sujet. Bon, je sors les 10 000 balles,
Et puis, le lendemain, je reçois un mail de Conto qui me dit on a vu que vous avez sorti 10 000 balles de Binance. Il nous faut tous les justificatifs associés à cette dépense. Qu'est-ce que vous avez fait sur votre compte Binance, etc., etc. Et les ennuis commencent. Les ennuis commencent. Je leur envoie tout ça, toutes les informations. Et puis, avec l'avocat et tout, machin. Et puis là, ils me disent, ça suffit pas, on va clôturer votre compte en banque. Non, c'est pas possible, quoi. Et en même temps, je reçois un mail, un courrier donc, de l'administration fiscale qui me dit, voilà, vous allez recevoir un contrôle fiscal le 8 janvier, contrôle fiscal complet sur votre activité 2017, 2018, 2019. Ouais, 2019, j'avais pas encore fait de crypto à ce moment-là. Ouais. Donc je me suis dit, bon, ça va, pour l'instant. Ça devrait aller. J'étais vraiment flippé. Et donc ça, c'était prévu pour à peu près le 18 janvier, quelque chose comme ça, ou début janvier. Donc tu avais 2-3 semaines pour te préparer. J'avais 2-3 semaines pour faire toute ma compta. Et surtout, j'avais vu avec mon avocat, il m'a dit non, mais par contre, toute la compta 2020, il faut que le bilan soit prêt, quoi. C'est-à-dire que si jamais il commence à fouiller et qu'il demande aussi le bilan 2020, il faut que ce soit prêt. Et il faut que toute la compta de la crypto soit OK. En plus, là, moi, j'avais une maison, c'était chez moi, je bossais de chez moi. C'était galère, j'ai eu des problèmes de canalisation et tout au même moment. Enfin, c'était vraiment une grosse galère. Plus d'autres galères perso. Et je me souviendrai toujours, ce matin, j'emmène les enfants à l'école et donc j'avais rendez-vous avec les contrôleurs fiscaux à 8h30 chez moi. Un lundi matin, je crois, un mardi matin, je sais plus. Et j'emmène les enfants à l'école et j'arrive chez moi à 27, quoi, 8h27. Et ils étaient tous les deux comme ça. L'air vraiment pas commode, quoi. Ouais. Je fais, waouh, bon, ok, qu'est-ce que c'est que... Oh là là, ils font peur quand même. Et ils s'installent, donc je les accueille dans mon bureau. Et en plus, moi, j'avais eu un problème de canalisation et j'avais un ouvrier kosovar qui bossait chez moi et qui était en train de réparer la salle de bain, quoi. Et il descendait en même temps. Pendant que j'étais en train de me faire contrôler, il descendait, il toquait comme ça. Il fait oui, Paul Armand, il faut que tu m'aides là-haut sur un truc. Je dis mais non, je peux pas là, c'est pas possible, quoi. Et donc au final, il s'installe, il demande toutes les factures de tout ce qui s'est passé. Alors en plus, moi, j'ai été aussi contrôlé parce que, je pense que ça a joué aussi, parce que je bossais pour une boîte qui était à Hong Kong. Et alors en plus, les gros clichés, quoi. Ils nous disent, vous êtes informaticien et vous bossez pour une boîte à Hong Kong. D'habitude, c'est l'inverse quand même plutôt. Ouais, super, ok. Et en fait, le problème, c'est qu'à Hong Kong, il n'y a pas de TVA. Donc nous, quand on facture à Hong Kong, ils nous payent sans TVA. Et derrière, moi, quand je vais acheter un ordi, quand je vais faire des dépenses, que je vais payer mon prestataire, je lui paye la TVA. Ouais. Donc après, moi, il faut que je demande un remboursement de TVA à l'État que je n'ai pas collecté. Ouais. Et quand on commence à redemander des remboursements de TVA régulièrement, ils ont peur au carrousel de TVA et donc ça peut aussi jouer. Mais malgré tout, je ne pense pas que ce soit la source de mon contrôle. Je pense que la source de mon contrôle, ça a été que j'ai été dénoncé, clairement. J'ai dû être dénoncé par des parents, de l'école, des enfants, quelque chose qui s'est passé. J'ai commencé à avoir une réputation quand même dans ma ville, machin. Et ça n'a pas coupé, quoi. Est-ce que tu ne penses pas que c'est Conto directement qui a alerté l'État ? Je ne sais pas. C'est possible, hein. C'est possible. C'est possible que ce soit Conto, c'est possible que ce soit... Je ne sais pas. Franchement. Une alerte, mais ok. Ouais. Donc là, contrôle fiscal, donc tu as 2 personnes chez toi qui restent combien de temps d'ailleurs chez toi ? Ils sont venus en tout 3 jours complets. Ok. Donc ils venaient le matin, je me souviens, donc ils regardaient toutes les dépenses, toutes les factures. Ils voulaient qu'il y ait vraiment il n'y ait pas un centime qui soit dépensé sur le compte en banque pro qui n'ait pas un justificatif. Ok. Donc, voilà. Et je me souviens aussi, alors ils font flipper, quoi. Enfin, ils ont vraiment des remarques qui font stresser pour rien, en fait, parce que nous, on est de bonne foi. Moi, j'étais vraiment de bonne foi, j'avais tout préparé et tout. Je prends quelques secondes pour remercier la Blockchain Business School de soutenir cet épisode. La BBS est la solution pour vous former à la blockchain avec les meilleurs intervenants. La Blockchain Business School a été créée par Pirates Labs, l'un des plus gros incubateurs Web3 d'Europe, et elle propose des formations avec un suivi individuel par des mentors. Les formations sont finançables par le CPF, le compte personnel de formation. Ces formations durent 3 mois, peuvent être suivies en parallèle de votre activité professionnelle et sont en full remote. Vous pouvez bénéficier d'une remise de 10% avec le code CryptoCoolies10. Je vous mets toutes les informations en description et c'est reparti pour l'épisode. Et moi, c'était mon premier contrôle, c'était ma première boîte. J'étais quand même hyper anxieux. J'avais bossé comme un fou pour ce contrôle. Pendant 3 semaines, j'ai pas travaillé pour ma boîte, pour préparer le contrôle, même quasiment plus de 3 semaines. Et ils arrivent et je leur dis, écoutez, je suis désolé. Voilà, tous les documents, je les ai... c'est mon expert comptable qui a les documents. Il arrive. Donc, dès qu'il arrive à 9h. Dès qu'il arrive, il va tout vous donner en attendant. Et ils me disent, non, mais c'est pas votre expert comptable qu'on contrôle. C'est vous qu'on contrôle, monsieur. Ouais. Ouais, d'accord, mais bon, enfin...
Si on prend un expert comptable, c'est quand même qu'il a toutes les connaissances et qu'il est là pour nous aider et qu'on est de bonne foi. Ouais. Non. On vous contrôle, vous, monsieur. C'est vous qui devez avoir fait vos déclarations. Nous, l'expert comptable, c'est juste une aide pour vous. Vous le payez, c'est un prestataire, mais ça fait pas partie du game, quoi. Ok, ouais. Donc Hyper stressant. Après, pareil, j'avais imprimé tous les relevés de compte compto officiels. Je leur avais donné. J'ai dit, voilà, ça, c'est le relevé de compte officiel compto. Le voici. Je vous le présente. Et ils me regardent comme ça, ils font, et les relevés de compte officieux, ils sont où? Ah ouais, d'accord. Ça annonce à quoi? Ok. Waouh. Voilà. Waouh. C'était magnifique. Et donc, ça avance. Donc, tout est contrôlé, machin. Il me demande... ah oui, trop bizarre aussi. Il voulait pas appeler mon client à Hong Kong. Ok. Parce que c'est un Français en plus. Et en gros, il voulait quand même me voir travailler. C'est-à-dire, il voulait vérifier que je travaille. Et donc, ils m'ont demandé de l'appeler pendant que j'étais en train de travailler pour lui, sans dire qu'ils étaient là. Enfin, vraiment trop malsain, quoi. Ouais. Pour s'assurer que c'était quelqu'un vraiment pour qui je travaillais et tout, quoi. Le call trop awkward, genre. Horrible. Et je sais pas. En fait, je sais pas ce qu'ils cherchaient. Et puis après, donc, on a parlé de la crypto. Et on y vient. Et donc, moi, je leur explique toute mon activité. Et donc là, ils me demandent qu'est-ce que c'est Binance, qu'est-ce que c'est tout ça, qu'est-ce que c'est que la crypto. Ils connaissaient rien. Ils savaient rien à rien. Et malgré tout, donc, ils ont appelé une cellule plus avancée sur la crypto qui était capable de faire des chemins de suivi, Binance, Cold Wallet, nanana. Et on est arrivé jusqu'à au final, un contrôle aussi, enfin, un pseudo-contrôle sur cette partie 2020. Et donc, le boulot qu'on avait fait avec Grégoire était bon, tout tombait pile poil, donc on avait vraiment bien bossé. Et ça a été extrêmement complexe. Sur la partie crypto, tu veux dire? Ouais. Sur la partie crypto, c'était vraiment dur. C'était très, très long. Et voilà. Et après, donc au final, ce qui s'est plutôt bien passé quand même, hein, le contrôle. Au final, après, ils sont venus. Ça s'est détendu quand ils ont vu vraiment que je bossais. C'était de bonne foi. Machin. Ils ont accepté le café le deuxième jour. Ok. Mais comment ils ont pu, tu vois, vérifier les 5 millions de lignes de transactions sur Binance Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que c'était pas du DEX, moi, c'était vraiment du centralized. Ouais. Donc, en gros, ils pouvaient voir les sorties et les entrées de Binance. Et après, tout le reste, c'était du trading interne à Binance. Ok, donc ça les intéressait pas. Donc, ça les intéressait. Ils voulaient quand même un coût unitaire moyen pondéré par opération avec tout. Il fallait que la compta soit juste et tombe juste à la fin. Ok. Et en gros, ils voulaient aussi pouvoir revenir à l'unité de l'opération. Pouvoir dire, non, mais là, il y a eu une plus-value à tel moment de 150 €. Qu'est-ce que c'est que cette opération? Et donc, expliquer que moi, en moyenne, mes USDT, je les avais achetés à 0,83 centimes d'euros. Et à ce moment-là, ils étaient à 0,84 centimes d'euros. Donc, au final, ma plus-value sur les 150 € que j'ai reçus, c'était aussi une plus-value. Ouais, je vois. C'était vraiment très... Enfin, voilà. C'était très compliqué. Ouais. Mais voilà. Donc, vu qu'on avait fait tout le chemin, on avait fait un beau système. On avait réussi à faire un truc qui fonctionnait. Et donc, en gros, on avait fait un fichier d'écriture comptable agrégé mois par mois. Ok. Avec un type d'opération par crypto par mois. Et en gros, après, on pouvait revenir jour par jour si on voulait zoomer, et heure par heure si on voulait encore plus zoomer, et opération par opération. Donc, tu avais réussi vraiment à quadriller un peu les opérations comptables. Et donc, ça se finit plutôt bien pour ce premier contrôle ou Ça se finit très bien. Ok. Ça se finit très bien. Au final, ils me redressent pas. Alors, ils me redressent sur le fait que j'avais payé le loyer de ma boîte en décembre. J'avais payé en janvier, donc moi j'avais pris les revenus sur janvier, sur l'année d'après en perso, parce qu'ils m'ont contrôlé un petit peu en perso aussi. Ok. Et donc ça a fait de janvier à décembre en perso, j'ai gagné de l'argent, mais en fait c'était en décembre que j'aurais dû gagner cet argent. Ok. Et donc les impôts sur le revenu, je les ai payés en décalé. Ouais. Et donc j'ai eu un délai de retard et ils m'ont fait un redressement de 6 €. Ok, bon. Ça va. Ouais. J'imagine, voilà, ils partent plutôt, tu dis ça y est, c'est fini. Et en même temps, c'était un moyen de calculer, cette situation t'a amené à calculer un peu tes profits sur cet algo trading, enfin cet algo trader. Ouais. Donc, algo trading. Donc, bon, au moins le job il est fait, tu peux avancer dans ta vie. Et par contre, tu n'avais pas anticipé qu'il y aurait d'autres contrôles fiscaux les années suivantes. Non, pas du tout. Non. Et là, c'était. Parce que j'imagine, c'est hyper stressant d'avoir un contrôle fiscal. Et comme tu disais, pendant 3 semaines, t'es out, quoi. T'es pas du tout opérationnel sur ta boîte. Donc j'imagine que c'est compliqué niveau activité. Tu dois rattraper ton retard ou le manque à gagner.
Ah ouais. Mais surtout, quand tu dis c'est rebelote, tu dis c'est un peu un engrenage sans fin, quoi, non? Ah, c'est pas possible, ouais. Donc en gros, moi, c'était ma société Poilon Software, qui d'ailleurs a toujours dans ses statuts que je fais de la crypto, tu vois, même si j'en fais quasiment plus. Et puis, il y a... Donc moi, ça a fait... Tout ce contrôle-là m'a fait prendre conscience en fait qu'il y avait un vrai souci sur la compta des cryptos, que c'était quelque chose de très compliqué. Surtout ce qui va être DEX, shitcoin, tout ça, c'est vraiment d'une complexité énorme. Ouais. Et il n'y a pas d'acteur sur le marché qui gère pour les professionnels. C'est-à-dire qu'il y a Waltio qui gère pour les occasionnels à ce moment-là. Cryptio qui commence un petit peu à sortir de l'ombre, mais ils sont à Londres, ils parlent pas français, enfin c'est galère. Et personne d'autre en fait. Personne ne gère vraiment la comptabilité des entreprises en France. Et donc je me dis, vas-y, je vais faire un truc. Et donc, je suis avec Grégoire, mon associé, avec Igor, qui est mon cousin aussi, avec qui j'ai lancé plein de startups qui ont failli l'avant. On s'est dit, vas-y, ce projet-là, il a l'air cool, venez, on y va, on essaye de faire un truc. Et pour l'instant, on va faire de la presta pour des clients, et ensuite, on va évoluer vers un SaaS. C'était un peu le plan, quoi. Et on commence la presta, et puis on lève des fonds. On lève 250 000 balles, je crois. Auprès de gens de Chalon, tu vois, des gens qu'on connaissait comme ça, à droite à gauche, des BA, quoi, et un pote à moi aussi. Et on lève un petit peu, et au bout d'un an, contrôle fiscal. Alors, c'est pas possible. On a 1 an d'activité avec Contact Crypto. Ah, donc là, c'était plus sur ta boîte Poilon Software ou à titre perso, c'est vraiment sur la nouvelle entité que vous avez créée pour Contact Crypto. Ouais. C'est marrant parce que c'est une boîte qui fait la compta de crypto qui se fait contrôler fiscalement. Incroyable. Bon, du coup, c'est bien, vous avez pu utiliser votre votre outil pour calculer. Nous, en fait, non, parce qu'on n'a même pas de. Enfin, si tu veux, nous, avec Contact Crypto, à ce moment-là, on n'avait même pas du tout de crypto. Oui. Donc, en fait, on s'est fait contrôler et ils nous ont dit, elles sont où les cryptos? Oui, c'est vrai, ouais. Ils sont venus nous voir, elles sont où les cryptos? Alors, on a dit, non, mais on n'a pas de crypto. Enfin, on a un peu de crypto, mais enfin, genre vite fait, quoi, tu vois. Genre, on avait, je crois, 5 000 euros de crypto, tu vois. Et on n'avait quasiment pas fait de trading. Donc on leur dit, écoutez, non, c'est un placement qu'on a fait vite fait parce qu'on y croyait. En plus, alors 2021, c'était la folie. Mais 2022, donc début 2022, après le gros down pourri, c'était trop pourri, quoi. Il n'y avait rien, quoi. Et ils nous disent, mais non, mais nous, on veut voir vos cryptos, on veut voir l'évolution du truc. Non, mais il n'y a rien, en fait. Donc on a juste mis ça. Et puis après, sinon, toutes les factures sont là. Et puis ils nous disent, mais ouais, mais bon, comment vous avez eu cet argent? C'est une levée de fonds. Alors on explique, c'est une start-up, ils connaissent pas, Grand Est, tu vois, c'est un peu bizarre pour eux. Voilà. Et c'est tout. Et après, nous, on a réinvesti un petit peu en crypto par la suite, avec Contact Crypto aussi. On a toujours très mesuré, parce qu'on est une boîte, donc nous, nos rémunérations, elles sont en euros uniquement. Bien sûr. Et c'est tout. Et 1 an après, rebelote, quoi. C'est pas possible, quoi. Les mêmes personnes? Non, alors, c'était pas les mêmes. Mais c'était le même service à Épernay. Et ils viennent chez moi et pareil, quoi. Toujours pour la boîte, hein? Toujours pour Contact Crypto, ouais. Mais ça met beaucoup moins de temps, là, j'imagine. C'est un jour à chaque fois. Ouais, c'est un jour. Là, en fait, t'as un expert comptable, tout est carré, il n'y a pas de crypto et de millions de transactions à agréger. Et au pire, s'il y en avait, tu utiliserais ton propre outil. Voilà. Donc en soi, là, t'es beaucoup moins inquiété, t'as rien à te reprocher. Donc, je suis beaucoup moins inquiété, ça va beaucoup mieux pour moi, je stresse moins aussi. Et puis on sait ce qu'on fait, quoi. Ça devient la routine, quoi. Ouais, ça devient la routine, ouais. Puis on est prêt maintenant, tu vois. Enfin, on n'a pas eu de contrôle depuis, nous. Par contre, on a des clients qui sont contrôlés sans arrêt chez Contact Crypto, donc on les accompagne. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper hyper stressant, hyper anxiogène, hyper. Puis ils sont pas commodes, quoi. Je trouve. Enfin, tu vois. Après, peut-être à leur décharge, il doit y avoir aussi peut-être des cas parfois de. Enfin, tout le monde n'est pas de bonne foi. Il y a peut-être des gens qui. Enfin voilà, c'est être aussi peut-être un moyen d'intimider, je sais pas, mais. Oui, mais tu vois cette sorte de présomption de culpabilité qu'il y a, et je trouve elle est un peu malaisante quand même parce que. Enfin, on n'est pas des escrocs, quoi. Tu vois. Enfin, je veux dire, moi, ce qui est fou en fait, c'est que. Depuis que je fais ce métier, depuis 2020, j'ai rencontré énormément de gens de la crypto. Énormément. Aux conférences, aux machins, aux trucs. En fait, je dirais 99% des gens sont de bonne foi. Et 99% des gens, quand ils ont des problèmes de déclaration, c'est juste parce que c'était trop compliqué, en fait. C'est juste parce qu'ils ont galéré. C'est juste parce que c'était dur de savoir combien ils avaient gagné, dur de savoir combien déclarer.
Ils ne savaient pas aussi. Il y a plein d'informations pas disponibles. Ouais. Tu as encore des experts comptables aujourd'hui qui disaient à leurs clients c'est quand vous sortez de l'argent en euros que vous allez être fiscalisé en tant qu'entreprise, alors que pas du tout. Ouais. C'est toutes les opérations qui sont fiscalisées. Toutes les opérations de swap, elles sont fiscalisées. On est en échange du BTC contre BTH, on est fiscalisé. Et d'ailleurs, au niveau de la fiscalité pour les entreprises sur la partie crypto, est-ce que tu vois des incohérences, Ouais, tu parlais de complexité. Ouais, il y a plein de choses qui vont pas en fait sur la façon dont sont gérées la fiscalité des cryptos pour les entreprises en France, et même d'ailleurs pour les particuliers. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que il y a deux choses sur la crypto. Il y a la valeur du coût d'acquisition, donc le CUMP, le coût d'achat, le coût unitaire moyen pondéré, c'est le coût d'achat de la crypto en moyenne. J'ai acheté un BTC 10 000 euros, puis j'ai acheté un BTC 20 000 euros. En moyenne, j'ai acheté mes BTC 15 000 euros. Tu vois, ça, c'est le coût d'achat. Et puis ensuite, il y a la valeur de marché. Le BTC aujourd'hui vaut 70 000 euros. Ok. Et en fait, pour les entreprises, là où ça va être problématique, ça va être quand on va acheter des shitcoins. On va acheter un shitcoin qui... J'ai acheté un BTC 10 000 euros. Okay, ce BTC, je l'échange contre 1000 totaux. Bon, on se dit, OK, on va prendre le swap sur BTC totaux. Ouais. Okay, là, on a l'info. Puis ensuite, on va échanger ces totaux contre des Tata. Ouais. Et là, il n'y a plus d'informations, en fait. Ouais. Il n'y a plus de taux de change. C'est des tokens qui ont été créés par des gens... la veille au soir, qui n'ont pas de taux de change officiel, il n'y a pas de coin market cap, il n'y a rien, machin. Oui, ça, parce qu'éventuellement, tu vas voir le taux du Tata versus USD à l'instant T, mais en plus, c'est pas dit qu'il soit disponible quelque part. Voilà. Quand bien même, cette information, elle peut être d'une part soit manipulée, soit différente d'une plateforme à une autre. Exactement. Il y a mille et une raisons qui font que cette information n'est pas fiable, en fait. C'est ça. Donc, par exemple, tu échanges 1000 Tata contre 1000 Toto, et 2 heures après, tu échanges ces 1000 Toto contre 1500 Tata. Bon, ouais. OK. Donc, au final, j'ai 1500 Tata. Mais en vrai, moi, ce qui se passe, c'est que dans une comptabilité, chaque ligne doit être valorisée en euros. Si quelque chose vaut 0 euros, ou n'a pas de taux de change, ou n'a rien, c'est pas dans la comptabilité. Et donc, on ne peut pas comptabiliser cette ligne. Et donc, je vais essayer de le faire simple. J'ai 10 000 euros de BTC, je le transforme en 1000 Toto. Ces 1000 Toto, je les transforme en Tata, puis je retransforme en 1500 Toto. Ouais. Impossible de savoir la plus-value, quoi. Déjà, impossible de savoir la plus-value. Ouais. Et en plus, si ensuite je revends ces 1500 Toto contre du BTC, en fait, moi, je me retrouve à moins 500 Toto, parce qu'il manque des informations, en fait. Il manque des choses, tu vois. Donc ça, c'est super galère. Et toi, comment tu le gères derrière ça dans ta crypto? Est-ce que tu le gères derrière ou donc nous, on permet aux clients de mettre une valeur directement sur le swap. Ouais. Ensuite, sur les swaps, nous, on prend toujours la valeur en euros du token qu'on connaît, tu vois. Et si on connaît aucun des deux, on leur dit attention, il faut mettre une valeur sur ce truc-là, parce que sinon il va y avoir des problèmes sur vos stocks. Ok, je vois. Voilà. Donc là, c'est une incohérence. Ouais. Et tu parlais aussi des particuliers. C'est quoi les incohérences que tu vois aujourd'hui ou les problèmes? On parlait de complexité, mais pas que. Alors, le problème majoritaire qu'on a sur plein de clients à nous, pareil sur les tokens un peu bizarres, c'est que on va calculer la plus-value au moment de la cession sur la valeur totale du portefeuille. Ok. D'accord ? J'ai acheté, pareil, 10 000 euros de Bitcoin, je revends, et puis 10 000 euros d'Ethereum. Et d'ailleurs, je vais reparler d'un autre truc aussi là, qui me stresse, parce que tout le monde en parle à la télé, et tout le monde dit des trucs faux, et je vais en parler juste après. Ok. Et en gros, ensuite, avec mes Bitcoins, j'achète du Toto aussi. Mais en fait, quelle est la valeur de mon portefeuille à ce moment-là ? Ouais, ça c'est une large question. Ouais. Tu vois, la valeur de mon portefeuille, on prend quoi ? On prend la valeur de coût d'achat du Toto ? Mais non, parce que le Toto, ça se trouve beaucoup plus maintenant. Mais en fait, vu qu'on n'a pas de taux de change, on ne sait pas en fait. Donc c'est hyper complexe. Ouais, donc dès que tu t'aventures dans des coins un peu exotiques, tout de suite le calcul de ton portefeuille devient compliqué. Donc le calcul de ta plus-value devient impossible. Et donc tu es sur un résultat final qui est erroné, quoi. C'est ça. Et puis il y a une autre incohérence. Donc ça, c'est pareil. J'ai entendu des gens encore sur BFM il y a 2 jours en parler et dire n'importe quoi. C'est qu'en fait, on est fiscalisé sur la valeur totale de notre portefeuille crypto. Stablecoin compris. D'accord ? Donc ça veut dire que j'achète 5 000 euros de Bitcoin et 5 000 euros d'USDT. Demain, la valeur de mon Bitcoin monte jusqu'à 100 000. J'ai toujours la même quantité de Bitcoin, mais je revends mes USDT. Ouais. Mais en revendant mes USDT, j'ai une plus-value énorme. Bah oui. Tu vois ? Bah ouais. J'ai 5 000 euros de Bitcoin, 5 000 euros d'USDT. La valeur de mes Bitcoins fait x10. Ça veut dire ça vaut 50 000 euros. Bah, en vendant mes 5 000 euros d'USDT, en fait, je fais 4 500 euros de plus-value. Ouais. Tu vois ? Ouais.
Parce que c'est sur la valeur globale. C'est pas parce que tu revends du stablecoin Oui. que tu as acheté ce stablecoin-là et que tu le revends que tu n'es pas fiscalisé. Tu vois. Oui, parce qu'en fait, le stablecoin, il peut très bien venir du BTC ou du stablecoin, entre guillemets. Enfin, je veux dire, la conversion, enfin, le profit peut venir aussi bien du BTC que du stablecoin. Exactement. Donc, tu prends la valeur du portefeuille. La valeur globale de toutes les cryptos que tu détiens. Ouais. Sur Binance, mais aussi, on agrège tout. C'est-à-dire, c'est Binance, Kraken, ton ledger, machin. T'oublies pas, quoi. Faut pas oublier le petit ledger sur lequel t'as mis 1000 balles de XRP à un moment parce que ça doit être inclus dans la valeur totale de ton portefeuille. Absolument. Ouais. Tu vois. Oui. Mais on va dire, de toute façon, quoi qu'il arrive, dans le pire des cas, tu vas payer 30% sur le montant que tu cash out, donc 30% sur les... Si tu, par exemple, tu cash out 10 000, tu vas payer 30% sur 10 000, non? Alors 30% sur 10 000, c'est si tu considères pas que tu as fait si tu exclus ton coût d'achat. Oui, voilà, exactement. Si tu exclus Voilà. ton coût d'achat, c'est ça que je voulais dire. Mais ça veut dire que le calcul est faux. Oui, parce qu'en fine, tu vas payer moins que 30%. Ben, normalement, tu devrais payer moins que 30%. Oui, absolument. Voilà. Absolument. Ouais. Et le problème, en fait, c'est que l'État préfère que tu calcules bien. Ouais. Parce que si tu calcules pas bien, derrière, ils n'ont pas envie de se retrouver avec des demandes de remboursement, des machins, des trucs, tu vois. Parce que en fait, et ça, je le vois aussi énormément, on a toujours envie de payer, de pas se faire chier. Mais le problème, c'est que si 3 ans après, on est vraiment dans la merde financièrement, on a envie de payer moins. Ouais. Tu vois. Et donc, vaut mieux tout de suite faire les bons calculs, Ok. tout de suite être bien que... C'est un bon signal de dire, ouais, vaut mieux. Parce que c'est vrai que ça peut vite être anxiogène, tu vois, les tâches administratives et donc le calcul de sa plus-value et dire, ouais, je préfère payer plus, mais au moins m'éviter cette tâche qui peut être lourde et anxiogène. Mais ouais, vaut mieux calculer et payer moins d'impôts qu'arriver de dire, voilà, je paye le maximal sans me prendre la tête. C'est faut ça, que le calcul soit juste. Ok. Exactement. Et nous ce qu'on a fait avec Conta Crypto, justement, c'est le SaaS qu'on a développé, c'est de se dire, on essaye d'enlever cette charge mentale au maximum, en disant juste, tu connectes tes wallets. Déjà, ça t'apporte une plus-value dans le sens où tu peux suivre l'évolution de tes wallets au jour le jour. Ouais. Donc tout ce qui va être blockchain classique, EVM, mais aussi Bitcoin, XRP, etc., tu vas avoir vraiment le suivi nickel. Et tout ce qui va être échange centralisé, de la plupart, ça va marcher bien aussi. Ok. Genre par exemple, Kraken, ça marche nickel en API. Coinbase, ça marche nickel en API. Binance, ça marche pas du tout en API, mais nulle part. Il faut pas croire que chez nos concurrents, ça marche, c'est pas vrai. Ouais. D'ailleurs, j'ai vu un webinaire il y a 3 jours, là, ou je sais plus quand, là, avec notre concurrent et Binance ensemble qui parlaient de ça et qui disaient ouais, vous connectez votre compte Binance en API. Mais non. C'est pas vrai en fait, ça ne marche pas. En Binance en API, tu ne peux pas récupérer les paires délistés. Ouais, et on va pas dans les détails, mais je crois que aussi c'est assez compliqué quand un coin est délisté. Parce qu'après, tu perds toute l'information liée à ce coin-là. Et donc, tu dois importer manuellement peut-être les fichiers, j'en sais rien. C'est l'enfer. Et donc, c'est pour ça que nous, ce qu'on fait, c'est sur Binance, on fonctionne par CSV. Et puis, leur export CSV à Binance, en suivant notre vidéo qui explique où est-ce qu'il faut cliquer, tu peux récupérer ta donnée et là, ça fonctionne. Ok, donc import manuel du fichier dans Conta Crypto. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une communication de plus en plus accrue entre l'État et les plateformes d'échange. Et je pense que c'est important de rappeler c'est quoi les risques qu'encourt un investisseur particulier de ne pas déclarer ses comptes crypto et aussi de ne pas déclarer ses cryptos. J'ai plus les montants des amendes exactes, mais en gros, déjà pour déclarer les comptes crypto. Notamment à l'étranger. Hein. De toute façon, c'est que les comptes à l'étranger. C'est que les comptes à l'étranger qu'on doit déclarer. Demain, tu t'ouvres un compte chez CoinHouse en France, tu n'as pas de compte t'as rien à faire sur le 3916 bis, je crois, un truc comme ça, je sais plus le numéro exact, mais en gros, c'est la déclaration des comptes à l'étranger. Donc pareil, sur notre site, nous, tu as toutes les informations de Binance, Kraken, pour savoir à quelle adresse il faut les mettre. Machin. Mais en gros, j'ai fait une déclaration il y a quelques jours, justement, sur les comptes à l'étranger. Ouais, c'est hyper important. Et il y a une amende, je ne sais plus combien c'est, mais c'est par compte à l'étranger. Donc ça peut être 1000, 1500 euros, je ne sais plus, par compte à l'étranger, d'amende. Donc c'est-à-dire que si tu as ouvert comme ça pour voir un compte Bitstamp, un compte Bitpanda, un compte crypto.com, un compte Coinbase, un compte... Kraken, même s'ils sont à zéro. Même s'ils sont à zéro, juste tu les as ouverts, tu les déclares pas, ils peuvent te retoquer et dire là, vous avez un compte Revolut, un compte N26, c'est des comptes à l'étranger en fait. Tu vois. Donc il faut les déclarer en tant que compte à l'étranger. Et même PayPal, tu vois. Tu ouvres un compte PayPal, tu sais pas qu'il faut que tu le déclares en tant que compte à l'étranger. Mais si, c'est un compte à l'étranger. Ok. Tu vois. Et donc il faut le mettre sur cette déclaration annexe dans la déclaration d'impôt. Si tu le fais pas, tu peux t'emmerder. Ok. Parce que en fait, tu as toutes les transferts d'informations bancaires à tout le monde. Ok. Et le deuxième point, c'est déclarer ses cryptos. Voilà, peut-être un petit message de prévention pour ceux qui pensent qu'ils peuvent échapper entre guillemets à la loi. Si vous voulez, dans le chemin de suivi des cryptos, quoi qu'il arrive, à un moment donné, vous avez mis des euros quelque part pour acheter vos cryptos. Que ce soit sur un exchange centralisé ou quoi, machin.
Sauf si vous avez essayé de douiller vraiment en cachant, en achetant de la crypto à quelqu'un ou en liquide, j'en sais rien, mais ça marche pas. De toute façon, au bout d'un moment, cette crypto, soit vous allez vouloir vous en servir pour payer des choses, soit vous allez donc la transformer en euros ou en dollars ou ce que vous voulez, soit vous avez investi en crypto dans un exchange centralisé, puis ensuite vous avez mis ça sur un échange décentralisé, puis il s'est passé quelque chose. Donc en fait, l'État, si demain il veut vous retrouver, il peut vous retrouver. Et il peut savoir tous les flux partant de Binance, et d'ailleurs avec Mika qui arrive bientôt, tous ces flux vont être de toute façon transférés à l'État sur demande, et tous les échanges de crypto-monnaies et tous les échanges centralisés vont devoir avoir l'option de transférer ça à l'État, sinon ils vont avoir des gros problèmes. C'est Mika, donc ça va être fait. En fait. Donc dès 2026, en fait, automatiquement, les plateformes d'échange vont transmettre tes informations en tant qu'utilisateur à l'État directement. Ouais, exactement. Et donc toi, avec Contact Crypto, le job, c'est de permettre, en tant qu'investisseur crypto, de pouvoir agréger ces différents comptes pour calculer la plus-value. Et tu peux te dire, avec ce qui se passe en France, c'est quand même assez effrayant. Il y a une série de kidnappings en série. Soit ça peut être des proches de personnes qui travaillent dans l'écosystème, ou juste des investisseurs, ou des proches. Voilà, c'est vraiment une série de kidnappings en ce moment. Et donc, les personnes peuvent être réticentes, tu vois, à se connecter, à se créer un compte, agréger, tu vois, leurs différents wallets en se disant, si la base de données, elle fuite, tout de suite, les gens peuvent voir combien je possède. Et d'ailleurs, on parlera de la travel rule après, parce que c'est un sujet assez corrélé. Et comment tu adresses ce problème-là, toi? Alors, nous, la plupart de nos clients n'ont pas forcément des gros portefeuilles, ne se sentent pas du tout concernés par ça. Oui, je parle plutôt du top 1, 2, 3%. Voilà. Mais dans le top 1, 2, 3%, nous, on a certains clients pour qui l'anonymat est essentiel. C'est des boîtes qui ne sont pas connues, mais qui ont des gros investissements. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on anonymise les données. C'est-à-dire qu'en gros, chez nous, ils peuvent connecter leur wallet, mais il n'y a pas le lien entre leur wallet et leur nom. Okay. Sauf au moment de la facturation, peut-être quand ils payent, c'est... Oui, alors après, il y a des moyens quand même de... Oui. C'est-à-dire que nous, on peut aussi écrire des factures papier qu'on envoie. Et comme ça, il n'y a pas d'histoire. Ils font un virement et sur notre compte en euros, en fait. Donc, il n'y a pas de lien entre leur portefeuille. Il n'y a pas de lien entre... Et puis surtout, il n'y a pas de lien entre même leur compte Contact Crypto. Ouais, c'est ça. Et ils prennent un email jetable. Nous, on est vraiment un outil, en fait. Donc, ils peuvent l'utiliser comme ils veulent. Ok, excellent. Voilà. Et d'ailleurs, toi, tu connais dans ton entourage, des gens qui ont, été intimidés, qui ont failli... Ouais. Alors, des gens qui ont été intimidés, il y en a eu. Ouais. Moi, j'en ai rencontré il n'y a pas si longtemps des gens à qui on a dit on connaît ta famille, on connaît tes parents, on sait où ils habitent, donc fais très attention à toi et il faut que tu nous vires un BTC et après on te fera plus rien, tu vois. C'est hyper stressant. Quand tu vas aux flics avec ça, ils savent pas, ils ont aucune info, c'est hyper anonyme. Tu vois, c'est des trucs sur Telegram que tu reçois comme ça. C'est hyper flippant. Donc, faites très attention à votre anonymat, faites très attention à votre sécurité. Parce que c'est pas parce que vous avez en plus 30 millions que vous êtes ciblé. Non, c'est juste parce que vous êtes un peu public, en fait. Vous êtes un peu public, vous êtes un petit peu connu. C'est ça qui est le plus important, en fait. Ouais. Complètement. Et d'ailleurs, tu parlais de la transmission des informations entre les exchanges et le gouvernement. Et on peut peut-être parler de la travel rule. Est-ce que tu rappelles ce que c'est d'ailleurs la travel rule, c'est ce dispositif réglementaire? Ouais, en gros, c'est dès qu'un virement sort d'un exchange et ce virement dépasse 1 000 € de valorisation au moment du transfert, l'exchange doit demander à la personne une preuve comme quoi c'est bien son wallet. Bon, déjà, qui a inventé cette loi? Parce que comment tu prouves que ce wallet t'appartient bien? Tu dis, regarde, je le prouve, c'est ma clé privée. Tiens, non, mais genre, ou alors tu fais quoi? Tu fais un, tu vois, genre, non, donc tu prouves que tu as déjà fait des virements dessus, mais ça n'a aucun sens. Et en plus, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que maintenant, l'exchange connaît les wallets privés des gens, sait à qui appartient les wallets privés des gens. Donc ça veut dire que demain, moi, je paye 1 000 € à mon client, en fait, l'exchange sait que c'est mon client ou que c'est moi. Il connaît l'identification parce qu'il y a une facture associée. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il peut faire? Ça veut dire que demain, l'exchange se fait hacker. C'est terminé. Toutes les informations sont disponibles. On sait que tel wallet appartient à tel média, tel wallet appartient à tel fournisseur. C'est hyper stressant, en fait. Ouais, comme si le climat n'était pas déjà assez anxiogène, quoi. Oui, c'est ça.
Je comprends hein, que l'État veut mettre toutes les chances de son côté pour bien contrôler, etc. Mais il y a d'autres moyens, quoi. Complètement. Après, j'ai entendu des personnes, tu vois, qui justement faire. Après, c'est chiant hein, de faire des virements de 999 euros. Genre, par exemple, tu veux sortir 30 000, tu vas faire 30 fois 999. Oui, voilà. Mais ça, c'est encore une preuve de l'absurdité totale de cette travel rule. Ouais. Ça n'a aucun sens. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas plus de 1000 euros, machin. Non, c'est pas ça. Ouais. C'est OK, on prend tous les wallets à risque, tous les gens, on fait du scoring. Il y a des outils qui sont super bien. Il y a Chainalysis qui permet de faire ça, qui est pas mal utilisé. Mais même avec Contact Crypto, on peut suivre les wallets. Nous, on a un truc où on peut maintenant même visualiser. On est en train de développer ça, tous les flux des wallets avec les différentes choses, etc. Qui permet de savoir qu'il y a de l'argent qui a fuité quelque part. Ouais. En fait, un contrôleur, s'il avait un outil propre qui lui permet de savoir que l'argent était sur Binance, il est parti sur telle wallet, puis sur telle wallet, puis sur telle wallet, et puis là, il est allé dans un mixeur. Ah là, oui, là, on dit, attends, on va le retoquer. Par contre, après, c'est resté dans son écosystème à lui, c'est rentré, puis il a payé tel fournisseur, Lizzy, il a payé machin, il a payé truc. Aucun problème, en fait. Ouais. Tu vois. Non, mais complètement, on rentre un peu dans cette logique. Si vous avez rien à vous reprocher, pourquoi cacher des choses, quoi. C'est assez effrayant. Et d'ailleurs, est-ce que tu vois d'autres dispositifs qui mettent aujourd'hui la sécurité des investisseurs crypto en danger? Moi, perso, je pensais à la présomption de blanchiment sur les cryptos, tu vois, avec les fameuses backdoors dont on parlait, tu vois, sur les apps, sur les messageries instantanées. Bien sûr. Mais en fait, c'est pareil. C'est-à-dire que ce soit un exchange, que ce soit une app de messagerie, que ce soit quoi que ce soit, dès qu'on supprime l'anonymat, donc dès qu'on va, par exemple, supprimer le chiffrement end-to-end des WhatsApp, par exemple, qui permet à l'État de venir relire des messages, mais si ça permet à l'État de relire des messages, ça permet aux hackers de relire les messages de la même manière. Bien sûr. Et ça permet à tout le monde de relire les messages, en fait. C'est comme si c'était devenu de la donnée publique, en fait. Tu vois. Ouais. Et non, mais complètement. Toi, t'en penses quoi? Tu penses que l'État peut faire machine arrière, par exemple, sur la travel rule, sur ce type de règles, ou ça a juste s'intensifier? Ouais, je pense que c'est comme un peu tout. C'est-à-dire qu'ils vont mettre ça en place parce que c'est des gens, je vais pas dire incompétents, mais c'est des gens qui, quand même, sont pas vraiment au fait de la cybersécurité, sont pas vraiment au fait des risques associés à tout ça. Et puis, quand il va y avoir de plus en plus de kidnapping, ils vont se dire, bon, attendez, on va quand même, il va y avoir un problème un jour, et puis on va revenir dessus parce qu'il y a eu un problème. Mais non, complètement. Ça avait pensé un peu au, rien à voir, hein, mais au hack de Free, où tu as des millions d'IBAN qui ont été révélés. Et donc, une série d'arnaques en série, parce que c'est une énorme base qui a fuité, et des gens qui se font, entre guillemets, contacter. Ça a un énorme impact. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça vers quoi on se dirige, qu'il y a un énorme hack, et donc une série de hacks en série envers ses utilisateurs pour que les choses changent, qu'on fasse machine arrière. C'est toujours pareil, en fait. Ouais. C'est ça. Mais c'est vrai que je comprends toujours pas pourquoi on va pas questionner des gens compétents pour ce genre de sujet, quoi. Ouais. C'est fou. Ouais, complètement. Parlons peut-être un peu maintenant de l'opérationnel chez Contact Crypto. Tu disais que le leader, c'est Waltio aujourd'hui, mais eux, ils sont plus sur la partie particulier. Vous avez réfléchi sur la partie particulier et pas targeter que des clients professionnels? Bien sûr. Donc nous, vraiment, on s'est focus sur les professionnels au démarrage. Au démarrage, on s'est dit, bon, Waltio ne fait pas les professionnels. C'est un gros problème parce que moi, je suis professionnel. Donc, il faut que je fasse un truc. Okay, je m'étais inscrit, et d'ailleurs sur Waltio, je m'en souviens, pour juste récupérer mes opérations. Et moi, vu que j'avais fait 5 millions d'opérations, ça marchait pas sur Waltio. Okay. Et puis, de toute façon, l'API Binance, ça marche pas très bien. Donc, de toute façon, c'était très compliqué. Okay. Et puis, j'ai fait le truc. J'ai essayé toutes les plateformes qui existaient. Il n'y avait rien qui fonctionnait pour les gros volumes de transactions et pour les professionnels. Donc, j'ai développé le mien. Et puis, c'est vrai que c'est très difficile. D'ailleurs, Waltio a essayé de faire les professionnels. Pendant longtemps, ils en ont parlé, etc. Ils ont abandonné. Parce que c'est vrai que c'est très compliqué pour les professionnels. Et puis, moi, je me suis rendu compte quand même que pour les particuliers, c'est pas si compliqué. Le calcul, il est juste, on prend la valeur du portefeuille au moment de la session et on calcule la plus-value. Alors, il y a des complexités, bien sûr, mais la complexité, elle est plus sur la récupération de la donnée. Donc ça, on essaie de faire du bon travail. C'est pas toujours simple, mais on permet aussi aux clients de mettre en CSV toutes leurs opérations, s'ils le veulent, pour pouvoir faire leurs calculs plus facilement. Et nous, on récupère les taux de change tous les jours et on vient seed pour faire ça. Okay. Nous, à partir de 2024, donc début 2024, on avait lancé déjà pour des occasionnels, mais que sur certaines plateformes. Donc nous, on est en partenariat avec CoinHouse et on permettait aux gens de CoinHouse de venir chez nous et de faire leurs déclarations en particulier. Okay. Cette année, on l'a ouvert à tout le monde. On avait fait un petit partenariat avec CryptoPixel là,
On avait fait un petit truc où j'avais présenté Contact Crypto et comment, pour les particuliers, comment ça fonctionnait. Ok. Et là, aujourd'hui, vraiment, ça marche bien. Ouais. Donc, on a pas mal de particuliers qui s'inscrivent. Hein. D'ailleurs, on a eu un gros bump, nous, cette année. On est passé de, je crois, en 2024, on a fait 200 à 600 utilisateurs sur Contact Crypto. Et 2025, là, depuis janvier, on a fait 600 à 1800 utilisateurs sur Contact Crypto. Tu vois. Ouais, donc c'est énorme. Ouais. Mais parce que c'est vrai que quand tu y penses, je ne connais pas du tout le marché, hein, mais j'imagine que le marché des professionnels est peut-être assez petit encore versus les particuliers. Le marché des professionnels est petit en termes de nombre de clients, en termes de nom d'entreprise. Il n'y a pas énormément d'entreprises qui font de la crypto ou qui placent de la trade en crypto. Ouais, Après, volume, mais par contre, on va dire la rentabilité sur les professionnels, elle est tout autre parce qu'ils sont obligés de passer par nous. Ouais. Voilà. Ok. Et nos partenariats, c'est avec les experts comptables. Donc nous, on ne vient pas remplacer les experts comptables, au contraire. Ouais, nous, on est vraiment un outil pour les experts comptables. Ouais. Et on a eu des retours incroyables, genre des cabinets d'expertise comptable qui nous disaient, nous, l'année dernière, on a mis 3 semaines temps plein sur ce dossier pour avoir quelque chose d'à peu près OK. Et avec Contact Crypto, en 3 jours, c'était torché. On avait tout nickel. Et 3 jours, c'était juste 1 heure le temps d'importer les wallets. On est revenu le lendemain, tout était nickel. Et on a juste catégorisé les opérations. Et puis ensuite, on a généré le fichier d'écriture comptable. On l'a importé en comptabilité. C'était bon, quoi. Ok, magnifique. Mais du coup, vous êtes un peu sur un monopole sur la partie professionnelle. Ouais. Ok, intéressant. Et c'est quand même un marché qui est hyper cyclique, hein, parce que tu as pas, en général, je sais pas, peut-être pour les professionnels, ils ont un abonnement annuel. Comment ça fonctionne? Parce que c'est vrai que quand tu vas utiliser Waltio en tant que particulier, tu vas payer en général du one shot, non? Tu vas pas payer mois par mois. Non. Nous, pour les occasionnels, c'est aussi annuel. Ouais. C'est-à-dire, tu payes. Nous, c'est un petit peu moins cher aussi que Waltio. Nous, c'est 90 € l'année. Ok. Et puis avec la réduction, c'est encore moins cher. Je rappelle, donc c'est une réduction pour ceux qui écoutent le podcast. Donc on a moins 10% avec le code Coulisses10. Je touche pas, c'est pas un lien d'affiliation, hein, je préfère le préciser, c'est juste voilà, c'est sympa. C'est ça, pour la communauté. Exactement. Et donc nous, c'est 90 € l'année. Donc 81 € l'année avec le code promo. Et pour les professionnels, en fait, on permet en fait nous aux comptables de faire une comptabilité mensuelle. C'est-à-dire on permet au comptable de faire s'il veut faire un fichier d'écriture comptable par jour, il peut. Okay. Donc en fait, on est sur des abonnements mensuels, mais qui sont sur un engagement d'1 an quand même. Okay. On a besoin quand même nous de s'assurer que notre client il reste 1 an au moins chez nous parce qu'il va faire sa clôture. Et c'est les plus petits abonnements, c'est 19 € par mois, ce qui reste raisonnable quand on fait 200 opérations à l'année. Puis après, 39 € par mois, jusqu'à 1500 opérations, etc., etc. Et on va jusqu'à, nous, certains clients qui font plusieurs millions d'opérations par mois, par exemple des clients qui font de l'arbitrage sur des EVM et qui sont capables de faire des dizaines de millions d'opérations par mois. Et on arrive, nous, donc on a l'infrastructure, donc pas sur l'outil public, mais on a l'infrastructure pour gérer ce genre de clients. Ok, intéressant. Et du coup, vous bossez avec des fonds, des hedge funds crypto par exemple, qui veulent calculer leur... Ouais, on a quelques clients qui sont des hedge funds. Okay. On a aussi des gros investisseurs qui ont énormément de crypto. On a et après, on a des grosses boîtes aussi. Ok. Et je me dis, c'est vrai que pour avoir travaillé dans une néobanque, je voyais à quel point le travail d'agrégation, quand tu vas agréger plusieurs comptes de différents services, ça peut vite être un travail titanesque parce que chaque service va avoir une API différente, va fonctionner de façon différente. Comment tu arrives à gérer ça? Parce que tu apportes une solution clé en main et ça a l'air simple, mais derrière, quand on regarde un peu sous le capot, ça peut être très complexe, non? C'est hyper dur. Honnêtement, c'est vraiment hyper dur. C'est hyper dur parce qu'il y a de la complexité dans tous les sens. On se doute même pas, mais en fait, il y a de la complexité dans tous les sens. Je pourrais en parler 50 heures, quoi. Ouais. Tu vois, genre, OK, sur Ethereum, pourquoi le STETH, le staked ETH, il est pas suivi? Pourquoi il tombe pas juste quand on prend les transactions de la blockchain? Parce que, en fait, sur Lido, tu as des trucs qui se passent et qui arrivent plus tard et machin et trucs. C'est insensé. Il y a tellement de petites complexités. Ethereum. Après, tu as la même chose sur absolument tout, quoi. Ethena, machin, truc et tout. Oh là là. Et puis les shitcoins. Et puis Binance qui te fournit pas toute la donnée. Et en fait, c'est hyper dur. Et en plus, nous, on est un peu, je trouve, tu vois, on essaie un peu d'être les outsiders du marché parce qu'on a quand même en face des Cryptio, des Blockpit qui lèvent des 10 millions. Et nous, on est là à lever 200 000 et à se battre contre ces gens-là, tu vois, avec nos 2 développeurs, et moi, et on essaye de coder ça et on taffe comme des dingues pour réussir à faire quelque chose de correct. Ouais.
Mais ouais, c'est pas simple. C'est pas simple. Mais la grosse satisfaction, là, tu vois, je vais revoir un client tout à l'heure, grosse satisfaction d'avoir fait une comptabilité sur 50 000 opérations où le gars a tradé des centaines de shitcoins et a fait vraiment plein de trucs sur des pools de liquidités, sur de l'arbitrage, sur du farm de airdrop, des choses comme ça, où il y a plein de cryptos pas connus, des machins, des trucs. Et à la fin, bon, on a bossé un peu avec lui, mais à la fin, on a une comptabilité qui tombe au centime près. Ouais. Nickel. Et l'expert comptable dit c'est bon. Et je sais que sans notre outil, il n'aurait jamais réussi à le faire. C'était pas possible, en fait. Ouais. Et par rapport à cette complexité, d'ailleurs, liée au travail d'agrégation, est-ce que tu penses que l'IA, ça peut vous aider? Et je sais pas, est-ce que vous commencez à explorer ces pistes-là? Ouais. Alors nous, on a fait un système avec un LLM, Okay. avec une IA, qui permet d'importer n'importe quel CSV, de n'importe quelle forme, et ça le transforme en format compta crypto. Ok. Donc ça fonctionne. Ouais. Ça fonctionne pas à tous les coups, bien sûr, mais franchement, on a des bons résultats. Et ça permet de, tu vois, typiquement, nous, on n'a pas d'intégration avec... c'était quoi? On a très peu de clients, par exemple, sur eToro, sur crypto.com. Surtout crypto.com, on a très peu de clients. Et donc, en fait, on a fait le système de CSV-IA et nos clients importent leur CSV crypto.com. Trop cool. Ouais, ça t'évite de formater. Enfin, en gros, j'explique la complexité. Ce serait que tu exportes, je sais pas, de crypto.com le CSV, tu le mets au format compta crypto pour ensuite l'importer. Là, au moins, tu fais du drag and drop, tu prends pas la tête. C'est ça. Ok. Et après, bon, voilà, ça marche. Après, il y a peut-être des petits ajustements à faire, etc. Mais on permet aussi directement dans l'interface maintenant d'ajouter des transactions qui manquent, ce genre de choses, vraiment pour simplifier la vie. Ok. Et une dernière question peut-être, c'est vrai que est-ce que je connais pas bien ce marché, mais on parlait d'agrégation. Est-ce que il y a une application qui fonctionne bien sur le marché aujourd'hui, tu vois, pour en tant qu'investisseur crypto, voir la valeur de ton wallet? Parce que souvent, tu vois, les applications, elles peuvent être... parce que l'agrégation est compliquée, elles peuvent donner des données erronées. Est-ce que tu t'es posé la question d'aller sur ce marché-là parce que tu as la techno qui permet de le faire? Ouais. Alors, en fait, il y a vraiment des spécificités, quoi. Tu as des outils, tu as deux banques, tu vois, qui marchent très bien pour tout ce qui va être DEX. Ouais. Tu vas avoir Finari qui va cartonner sur pas mal d'exchanges centralisés, moins sur d'autres. Tu vas avoir... CoinTracker, des trucs comme ça en fait, qui marchent bien sur le décentralisé, pas sur tout, et qui vont pas marcher sur le centralisé. Et puis après, il y a des problèmes qui sont partout. Ouais. Typiquement, tu veux suivre ta valeur de ton portefeuille Solana, bonne chance. Genre vraiment, c'est galère, quoi. Ouais. Ça marche jamais. Il y a toujours des problèmes, il manque des transactions. Nous, Solana, c'est un peu le truc qu'on a le plus geeké l'année dernière pour avoir quelque chose qui fonctionne. Il y a toujours quelques petits problèmes, mais franchement, on est plutôt bon sur Solana. Okay. On a des meilleurs résultats que nos concurrents sur Solana. Après, sur d'autres blockchains, sur d'autres exchanges, on va être moins bon aussi. Okay. Mais ça demande... Voilà. Enfin, je veux dire, l'API Kraken, elle a changé cette semaine, quoi. Tu vois, on est en clôture fiscale. On doit clôturer les bilans ce soir. Et Kraken, leur API ne marche plus. Ouais, relou. Trop relou, quoi. Apparemment, merci beaucoup. Ouais, pour rappel, donc code Coulisses10 pour avoir moins 10% sur compta crypto. Et merci à toi. Merci beaucoup. Hein. C'était cool. C'était très cool.